Bonjour, c'est l'heure des QAG. Nous sommes le 10 juin 2026. Il est 14 heures passé une minute. La séance est ouverte. Bonne séance à toutes et à tous. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. N'hésitez pas à liker, commenter, La vous abonner et première va être partager. posée par monsieur Si ça vous plaît. Bartholomé Lenoir pour le groupe UDR. Et on commence par contre par l'UDR, Madame donc la accrochez-vous. Présidente. Monsieur le Premier ministre, dans mon département de la Creuse, plusieurs entreprises sont victimes d'une hausse massive de la taxe foncière qui met en péril leur activité. On compte les casses automobiles qui ont ce qu'on appelle les zones de stockage à ciel ouvert, mais aussi les carrières, mais aussi les entreprises du bâtiment. En cause, une évolution de la doctrine fiscale qui instaure un changement de calcul de la taxe foncière pour les entreprises ayant de grands terrains. Alors évidemment, cette fiscalité ne risque pas de toucher les entreprises parisiennes, mais elle frappe de plein fouet nos campagnes. L'État inflige pourquoi ça brutalement aux toucherait pas les des entreprises redressements parisiennes exorbitants, mais il ne récoltera que des liquidations et son cortège de souffrances. À titre d'exemple, une carrière de la Creuse se voit redressée de plus de 1,5 million d'euros de taxes foncières, alors même qu'elle n'atteint pas 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Comment voulez-vous que cette entreprise survive ? Depuis que je suis élu, avec la CPME et la CCI, dont je salue l'engagement, nous nous battons pour ces dossiers. Courrier, questions au gouvernement, rendez-vous. On nous écoute, mais rien ne se passe. Mais jusqu'où doit-on aller pour faire entendre notre voix ? Monsieur le Premier ministre, d'un côté, la Creuse a fait il va pas l'objet de te plans répondre, particuliers, et de l'autre, on utilise la surveillance par satellite pour augmenter démesurément la fiscalité foncière de nos entreprises. Laissez-nous vivre, monsieur le Premier ministre. Baissez la fiscalité plutôt que de donner d'une main pour reprendre de l'autre. Je suis venu à votre rencontre, à votre atterrissage à l'aérodrome de mon village, le 22 avril dernier, monsieur le Premier ministre. Vous m'aviez dit alors que les campagnes comptaient pour vous. De grâce, Oui, prouvez-le, surtout monsieur le Premier qu'ils ont ministre. remis en travaux une aile de la Défense. Merci monsieur le député. La parole est à monsieur Sébastien Martin, ministre en charge de l'Industrie. Je cherchais son nom, j'arrivais pas à le retenir. Sébastien Martin. Un jour, je vais retenir les noms des ministres. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Bartholomé Lenoir. D'abord, je vais vous dire que je partage l'inquiétude qui est la vôtre et une certaine forme d'incompréhension face à une évolution de fiscalité qui est souvent due aux révisions des bases et qui fait que certaines entreprises peuvent se retrouver dans la situation dans laquelle vous l'avez signalé à l'instant. Vous m'aviez d'ailleurs signalé ce cas lors d'une question orale sans débat et j'avais proposé à ce que mon cabinet... Qui ont lieu le mardi matin à l'Assemblée nationale. Le 3 mars dernier, vous étiez accompagné de la CCI et de la CPME de la Creuse à ce sujet. Et bien évidemment, nous continuons d'avancer sur cette question, même si je pense que vous comprendrez aisément que le ministre des Comptes publics ne puisse, et je ne puisse faire état devant la représentation nationale, de cas particuliers qui ont été évoqués pour lesquels le travail doit se poursuivre et doit se continuer. N'oublions pas la famille. Parce que votre Et n'oublions pas la batterie, bien sûr. Légitime, qui est celle de l'évaluation des bases qui est si des chère au entreprises RN. qui ont une surface extérieure importante. Nous avons adopté le droit l'an dernier, en loi de finances pour 2026, pour tenir compte des particularités d'une activité qui avait été signalée par la représentation nationale. Ça a été fait pour l'horticulture et les pépiniéristes, en l'occurrence Madame la ministre de l'Agriculture. Et nous sommes tout à fait ouverts à une réflexion plus large dans le cadre du PLF 2027, qui est si le mode de calcul de la base conduit, comme vous l'indiquez, à des montants d'imposition qui sont insoutenables pour d'autres catégories d'entreprises. Donc je vous propose, et j'en prends l'engagement au nom du gouvernement, nous puissions affiner les choses d'ici la fin de l'année pour que dans le cadre du PLF 2027, nous apportions des solutions concrètes, car le but du jeu de la fiscalité n'est pas de mettre en difficulté les entreprises, elle est de participer à la contribution à l'effort. Merci à vous pour le train de l'hype. Quand il y a des dysfonctionnements comme cela, il faut pouvoir y travailler et y répondre par le droit dans le cadre du PLF. Merci monsieur le ministre. Monsieur le député. Merci Monsieur le ministre, je prends acte de ce que vous venez de dire. J'y compte bien parce que vous comprenez, mon département a besoin d'emplois. Vous injectez de l'argent avec le plan particulier et derrière, on utilise des satellites, mais il faut quand même se voir, pour contrôler la taxe foncière des entreprises de la Creuse. Moi, on demande la baisse de la fiscalité pour qu'elles puissent s'en sortir. À la limite, ne nous donnez plus rien, mais surtout laissez-nous vivre tranquillement sans impôts. Je vous remercie. Merci monsieur le député. La parole est Carrément, à sans monsieur impôts. Ah bah bien sûr, oui. pour le Oui, oui. Rassemblement national. Oui, on fait ça, oui. Hein ? Merci Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Mesdames, chers Ah, collègues. José González. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Transition écologique. Dans l'indifférence Ah bon, c'est pas la ministre de l'Algérie française ?
L'Italie porte aujourd'hui un projet de 48 éoliennes culminant à 280 mètres. Ce parc industriel, situé à quelques encablures des côtes corses, affecterait durablement les paysages de l'un des plus beaux caps de notre Méditerranée. Les couloirs migratoires de nombreuses espèces d'oiseaux, les ressources halieutiques, la sécurité maritime, ainsi que l'activité des pêcheurs. Comme si vous en Pourtant, souciez. les Corses aujourd'hui, comme les Bretons, les Normands ou les Vendéens hier, n'auront aucun pouvoir sur la décision finale. En l'occurrence, cette fois-ci, ce territoire devra supporter les conséquences d'une politique de développement éolien décidée à l'étranger. Car si ces éoliennes seront implantées sous juridiction italienne, leurs effets, eux, ne connaîtront pas de frontières. Car ce projet, vous aussi, vous auriez pu le porter. C'est la logique que vous avez l'opportuniste, hein, PPE Stéphane. 3, L'opportunisme. malgré l'opposition très nette des Aïe, élus, des pêcheurs, des associations environnementales et d'une grande partie de nos compatriotes. Au nom de l'écologie, J'ai trouvé mon nom de vous VOD. acceptez la destruction de nos littoraux. Au nom de la transition énergétique, vous acceptez la fragilisation de la pêche artisanale. Au nom de la protection de l'environnement, vous acceptez que soit menacé l'un des principaux couloirs migratoires d'oiseaux de Méditerranée. Les pêcheurs, les associations environnementales et de nombreux élus locaux demandent aujourd'hui à être défendus par leur pays. La France ne doit pas rester passive lorsqu'un projet de cette ampleur est développé si près de ses intérêts. Alors, Madame la Ministre, quelle démarche le gouvernement a-t-il engagée auprès des autorités italiennes? Et surtout, quelle sera votre position si les garanties environnementales, économiques et stratégiques exigées par nos compatriotes corses ne sont pas réunies? Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur. Non mais Stéphane, ça sert à faire des affiches de campagne. Par exemple, Nicolas Sarkozy en 2007. Par exemple. Hein. Qui c'est qui répond? Alors. Ah. Alors la parole est à Madame Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, veuillez m'excuser. Il y a eu un passage de relais au dernier moment là. Évidemment, cette situation avec la plus grande attention et que tout ça... Ah oui, parce qu'elle est en charge de l'énergie aussi. Par le droit de l'environnement, il y a un certain nombre de consultations, il y a un certain nombre d'enquêtes publiques qui sont menées, qui font leur chemin, qui permettent aux différents partis de s'exprimer et d'intégrer précisément les questions environnementales, les questions agricoles, et puis les impératifs qui nous amènent à poursuivre ce projet. Donc on continuera dans cette logique de dialogue, mais là encore, des échanges que nous avons pu avoir avec les différents parties prenantes, il me semble que ce dialogue se passe dans une forme de sérénité, que depuis un certain nombre d'années maintenant, les uns et les autres ont pu s'exprimer. Et donc c'est un projet qui doit être mené à terme, qui est aussi bénéfique pour le territoire, qui est aussi réclamé par un certain nombre d'acteurs du territoire. On entend les oppositions, on entend les inquiétudes, on y répond, on continuera à y répondre. Et là encore, je crois qu'il ne faut pas opposer les différents intérêts agricoles, écologiques, industriels, et qu'on continue à avancer dans ce sens-là. Moi, je suis tout à fait prêt à avoir un échange avec vous et avec mon cabinet pour je savais pas ça, Stéphane, pour les éoliennes. Les différents cabinets, évidemment, qui sont partie prenante de ce travail sans aucun problème. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à présent à Madame Anne Genetet pour le groupe Ensemble pour la République. Allez, on continue avec les macronistes. Accrochez-vous parce que c'est Anne Genetet. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace. Vous vous souvenez, elle a été ministre de l'Éducation. Depuis plusieurs semaines, on observe la résurgence de tensions autour de la gouvernance de Sciences Po Paris. Et cela soulève une question qui dépasse très largement le cadre de ce seul établissement. L'université, nous en convenons tous, c'est le lieu du débat, de la confrontation des idées, de la liberté académique et donc de la liberté intellectuelle, c'est même sa vocation. Sauf quand on n'est pas d'accord avec eux. Pas même la liberté universitaire ne peut durablement s'exercer sans des règles communes. Et aucune institution ne peut fonctionner si ceux qui en ont la responsabilité ne sont pas soutenus lorsqu'ils prennent des décisions. Or, nous observons aujourd'hui que nous voyons se développer une forme de contestation qui ne consiste plus seulement à débattre ou à convaincre, mais qui vise à empêcher, à bloquer, à faire pression jusqu'à remettre en cause la capacité même des responsables à exercer leur mission. Pourtant, garantir la tenue des enseignements et la sérénité du débat universitaire, protéger les étudiants et faire respecter les règles de la République ne constitue en aucun cas une atteinte aux libertés, c'en est la condition.
Et dans une démocratie, chez Renaissance et autour de Gabriel Attal, pour nous, l'autorité n'est pas l'adversaire de la Oh non, ils liberté. font comme le RN, là ils vont La dire avec garantie. Gabriel Attal en tant que Cette président de la question est République, tatati essentielle, car nos tatata. universités ont une mission majeure, former des femmes et des hommes qui auront demain la responsabilité de faire avancer notre pays, qui devront surtout demain à leur tour être les défenseurs de notre démocratie, de notre République et de nos libertés. Alors, Monsieur le Ministre, comment le gouvernement entend-il soutenir les responsables d'établissements qui assument leurs responsabilités, qui font respecter les règles de la République? Comment faire prévaloir une liberté académique exigeante qui exclut toute forme d'intimidation ou de blocage et poursuivre avec la plus grande fermeté le combat contre l'antisémitisme et toute forme de discrimination? Je vous remercie. C'est quoi cette Merci question beaucoup, fourre-tout là? Madame la ministre. La question qui part dans tous les Monsieur sens. Philippe Baptiste, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame Anne Genetet, Madame la députée, l'université, vous l'avez dit, c'est le lieu du savoir, c'est le lieu de la recherche, c'est le lieu d'un débat qui est un débat contradictoire et c'est le lieu de l'émancipation. Les actes de violence politique qui tendent à restreindre les libertés de débat, qui tendent à empêcher justement cette autonomie de la pensée et cette autonomie, cette liberté du débat académique, ce n'est pas tolérable et évidemment c'est parfaitement orthogonal à la liberté académique qui est au cœur même des engagements du gouvernement. Pour préserver la liberté académique, on va supprimer la liberté académique, comme ça on gagnera du temps. Voilà. C'est la tolérance zéro envers les actes qui, justement, violence verbale ou violence physique, qui tendent à bloquer ou à empêcher, justement, l'exercice de ce qu'est l'université. Et très concrètement, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par systématiquement des articles 40 ou systématiquement des poursuites qui sont des poursuites disciplinaires menées par les établissements. D'autre part, comme vous le savez, nous avons renforcé le dispositif législatif avec la loi dite Lévy-Fialaire qui permet de renforcer et d'aller plus vite, en particulier quand il y a des délits qui sont ou des Il y a toujours eu des distinctions, enfin non pas tout le temps, mais depuis pas mal de temps maintenant, il y a une distinction entre l'éducation nationale et l'enseignement supérieur parce que c'est des budgets, des missions, des compétences de plus en plus importantes et de plus en plus séparées de l'éducation nationale. Cette même politique, une politique de fermeté. Pendant des années, il n'y avait qu'un seul ministère, celui de l'éducation nationale, qui gérait tout, de l'école maternelle jusqu'aux universités. Et en fait, comme les universités ont pris de plus en plus d'importance dans les années 60, 70, 80, 90, et bien petit à petit, ça s'est dissocié. Qui permet de garantir ce qu'est même l'essence de l'université. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je me suis permis de parler par-dessus, la réponse c'était du vent. Pour le groupe La France Insoumise. Au moins je disais des trucs intéressants. Merci, Président. Andy Kerbrat, LFI. Monsieur le Premier ministre, il s'appelait Noam, il avait 19 ans. La semaine dernière, il a été assassiné, arraché à la vie pour une seule raison, parce qu'il était homosexuel. Face à cette tragédie, je vous le dis ici solennellement, je suis fatigué du silence. Le silence d'une justice qui ne nomme pas les faits dès qu'il s'agit d'homophobie, de lesbophobie, de transphobie ou de racisme comme mobile du crime. Je suis fatigué de vos silences, collègues, du silence de Madame Berger, de Monsieur Darmanin, de Monsieur Nunez, qui n'ont osé rendre hommage tardivement à ce jeune homme que parce que les associations LGBTI ont crié leur rage face à ce crime barbare. Je suis fatigué de la conspiration du silence de ceux qui banalisent la haine et laissent la parole réactionnaire briser des vies, nos vies. Je suis fatigué de l'hypocrisie de l'extrême droite, ceux qui essaient de se faire passer pour nos défenseurs, alors que dans les rangs de Le Pen, des individus voulaient casser du PD pour fêter la potentielle victoire de Bardella en 2024. Disons-le, nous savons qui vous êtes. Vous êtes une menace pour les droits des lesbiennes, gays, bi et trans. Et nous l'emporterons pour protéger nos corps et protéger et conquérir de nouveaux droits. Mais l'heure n'est plus aux indignations de façade. Nous exigeons des actes politiques immédiats. Un financement structurel, périn, pluriannuel pour les associations de terrain comme les centres LGBT. La création massive de places d'hébergement d'urgence dédiées aux jeunes LGBTI en danger. Un vrai plan national de lutte contre les violences hétéro-patriarcales faites aux femmes, aux enfants et aux LGBT. Nous n'allons pas retourner dans le placard. Nous n'allons pas accepter de voir nos droits piétinés et marcher la tête baissée en attendant le prochain drame.
L'histoire nous apprend que notre combat pour la dignité finira toujours par l'emporter. Mais, Monsieur le Ministre, en attendant notre victoire et votre départ en 2027, combien de vies seront encore sacrifiées? Je vous remercie. Ça a le mérite d'être clair comme question. Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur. Effectivement, ouais, il n'y a pas une minute de silence, ouais, rien. Un hommage tardif en plus de la part du Madame député. la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Enfin, Monsieur le député. Dit selon le député. Vous citez effectivement une affaire absolument dramatique d'un jeune homme qui a été lynché et qui est décédé quelques jours après dans des conditions, qui a été lynché dans des conditions dramatiques, hein, dans le cadre d'une rixe. Ah, ça bafouille, hein. Qui s'est déroulé, pardon, mais il y a des investigations judiciaires en cours. Donc, le caractère homophobe de ce qui est un meurtre, qui a été qualifié comme meurtre par le parquet, poursuivi comme tel par un magistrat, un juge d'instruction. À ce stade, la circonstance aggravante de l'homophobie n'a pas été retenue, mais ça n'est pas définitif puisque l'information se poursuit et le magistrat a toujours la possibilité de reconnaître et de retenir cette circonstance aggravante qui résultera soit de l'audition des auteurs qui sont écroués au moment où je vous parle, soit évidemment des témoignages. En tout cas, un hommage lui a été rendu hier ici et vous l'avez entendu. Combien vous pariez qu'il n'y aura pas d'hommage au Sénat tout à l'heure? De rendre des hommages. Moi, j'attends d'être certain de l'aboutissement de la procédure judiciaire, mais surtout, c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons au quotidien en matière de lutte contre les crimes, les délits anti-LGBT. Vous avez des policiers, des gendarmes qui sont formés pour traiter ce type de... Non, mais par contre, l'islamophobie, il y a un passe-droit pour dire que c'est tout de suite islamophobe, voilà, etc. Et qu'on sort de l'extrême droite, bien sûr. Par contre, pour dire que c'est homophobe, lesbophobe, transphobe ou misogyne, alors là, par contre, ah non, vous pouvez pas dire ça. Que nous menons vont évidemment dans ce sens, et y compris d'ailleurs les financements et l'aide qui est apportée aux différentes associations qui traitent de cette question. Monsieur oui, associations qui sont exsangues parce que vous les avez asphyxiées. Il y a les actes et les actions, et depuis 2017, nous n'avons jamais faibli sur ce sujet. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Monsieur le député. Les agressions homophobes ont augmenté de 25% depuis 2017, c'est-à-dire que le bilan d'Emmanuel Macron de 2017 à 2027, c'est l'explosion de la LGBT-phobie. Merci, voilà. Monsieur le député. La parole Salut Déborah. Bienvenue parmi nous. Monsieur Balkir Belhaddad pour le groupe socialiste. Les socialistes maintenant. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, Noam avait 19 ans. Il était originaire de Talange, comme je le suis. Il a été victime à Metz d'une agression d'une violence inouïe. Ses agresseurs se sont acharnés sur lui. Ils ont déversé leur haine sur Noam. Il en est mort le 2 juin. Sans polémique et au nom de notre groupe, je tiens à présenter mes condoléances à la famille et aux proches et à saluer leur courage dans cette épreuve terrible. À Talange, en Moselle et partout en France, nous avons tous été bouleversés par ce drame. Il y a une tentative de standing ovation, mais ça n'a pas pris. Je dis bien personne ne devrait être harcelé, insulté, agressé ou tué. Personne ne devrait mourir pour qui il est ou pour qui il aime. Si l'information judiciaire est toujours en cours, les premiers témoignages recueillis permettent de constater que des cris homophobes avaient été poussés lors de l'agression inadmissible de Noam. En 2025, l'association SOS Homophobie a recensé près de 1800 signalements de LGBT+ phobie. Harcèlement en ligne, effectivement, ce que disait Andy Kerbrat. Menaces de séquestration ou de mort, guet-apens homophobes, chants homophobes dans les stades, agressions et meurtres. Chaque jour, la violence et la haine frappent. Nous ne pouvons rester silencieux face à ce fléau. Les victimes et leurs proches attendent des mesures fortes et des réponses fortes. Pour qu'aucune autre famille n'ait à vivre un tel drame, nous devons engager des moyens nécessaires pour faire de la lutte contre l'homophobie et les discriminations une priorité absolue. Les violences sont toujours présentes et elles tuent. Il est donc nécessaire d'agir. Agir pour prévenir et empêcher ces actes homophobes et discriminatoires. Agir pour dire aux victimes de ces actes qu'elles ne sont pas seules face à la haine. Agir pour rappeler à ceux qui commettent ces actes ignobles qu'ils seront poursuivis et fermement condamnés.
Monsieur le Premier ministre, quelles mesures urgentes allez-vous prendre pour renforcer la lutte contre l'homophobie et les discriminations en France? Voilà. Alors leur dire qu'ils vont être poursuivis, lourdement sanctionnés, bah, j'aimerais bien, mais bon, c'est pas sûr. Voilà. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député. Donc je rebondis sur la réponse que je faisais à l'instant. Vous avez raison de rappeler que dans le cadre de cette procédure, il y a une information qui est en cours et il y a effectivement eu un certain nombre de témoignages qui ont été recueillis lors de l'agression ignoble et évidemment nous avons une pensée pour la victime, pour sa famille. Donc il y a un certain nombre de témoignages qui ont été recueillis qui laissent à penser que des propos homophobes ont été tenus. Il y a eu des auditions qui ont eu lieu. À date, à ma connaissance, et c'est le parquet qui a communiqué, cette circonstance aggravante n'a pas été retenue. Mais ça n'est pas le sujet. Ça n'est pas le sujet. Vous m'interrogez très clairement sur les actions que nous menons. Je vous redis ce que je disais à l'instant. C'est-à-dire que depuis, effectivement, comme ça a été dit, depuis 2017, oui, les crimes et délits anti-LGBT+, augmentent effectivement. Ils augmentent parce qu'il y a aussi beaucoup plus de plaintes. Et nous avons donc lancé dès 2023 un plan massif de lutte contre ce type d'acte. Un plan qui comporte des mesures de prévention, un plan qui comporte... Je rêve où le ministre est en train de nous dire que si on supprimait les plaintes contre les LGBT-phobies, on aurait pu... Genre hop, non, il n'y a plus de plaintes pour LGBT-phobie, donc la haine contre les LGBT a disparu. Sur le garde des Sceaux, nous allons évidemment poursuivre les actions qui ont été entreprises, puisque la haine homophobe est inacceptable. Que les choses soient claires, c'est inacceptable et nous continuerons à œuvrer systématiquement pour prévenir ce type d'acte, évidemment, et ça résulte aussi beaucoup de l'éducation, c'est extrêmement important, de ce qui est diffusé en milieu scolaire, évidemment, mais ça résulte aussi d'une action répressive, bien malheureusement, et cette action, elle sera menée avec beaucoup de fermeté et de détermination. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Madame Josiane Cornelou pour le groupe Droite républicaine. Merci. Allez, la droite républicaine maintenant. La question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, la tragédie de l'assassinat de la petite Liana, qui nous a tous bouleversés, a révélé des dysfonctionnements accablants et inacceptables des services de l'État. Nous pourrions croire qu'il s'agit là d'un cas isolé pour lequel l'enquête administrative devra déterminer les responsabilités qui ont abouti à un tel scandale. Mais je crains que ces dysfonctionnements n'accusent en fait un délitement complet de notre système judiciaire. Dans ma circonscription, en Saône-et-Loire, une plainte a été déposée par les parents d'un mineur le 25 juin 2025 pour viol commis par un proche de la famille déjà condamné pour des faits similaires et qui réside dans l'Isère. L'agresseur présumé a reconnu dans un écrit adressé à la famille ses agissements. Ce courrier a été transmis à la gendarmerie. 2 autres plaintes visant la même personne ont été déposées en septembre 2025 à Annecy pour là aussi des attouchements et viols sur mineurs. À ce jour, le père de la victime m'écrit que l'homme accusé n'a toujours pas été entendu près d'1 an après le dépôt de sa plainte, alors que son fils, lui, a déjà dû se soumettre à 2 expertises psychologiques. Le manque de moyens réels qui affecte le fonctionnement de notre système judiciaire ne saurait justifier de tels errements. Pendant tout ce temps, des affaires plus bénignes ont continué, elles, d'être instruites. Comment peut-on aboutir à ce qu'un dossier dont la gravité devrait appeler une mobilisation immédiate de l'appareil judiciaire soit ainsi laissé en suspens? C'est une insupportable blessure infligée à des enfants et à leurs familles déjà terriblement éprouvées. C'est une honte pour notre justice, une honte pour notre pays. Monsieur le ministre, je tiens à votre disposition les éléments en ma possession de ce dossier, lui aussi accablant et inacceptable, qui doit tous ici nous obliger à agir au plus vite pour que la protection des enfants soit enfin notre priorité absolue. Je vous remercie. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle a des éléments supplémentaires dans le dossier? La parole faut les transmettre. Nunez, ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les... Bon, c'est quand qui démissionne, Darmanin? Josiane Cornelou. Sur cette affaire, je ne connais pas, évidemment, comme vous pouvez vous en douter, cette affaire. Je m'en remets à ce que vous me dites. Je n'ai pas de raison, évidemment, de douter de la chronologie des faits tels que vous me l'avez indiqué, de la plainte qui a été déposée, de la lettre
qui a été adressé par l'auteur reconnaissant les faits, de la saisine d'un parquet, évidemment. Je vais évidemment le faire regarder et je tiendrai à votre disposition ces éléments de réponse sur la façon dont a été traitée cette plainte, sur les actes d'enquête qui ont été engagés, qui peuvent ne pas être connus de la partie civile, qui peuvent ne pas être connus des victimes. Évidemment, je vais regarder cela de très près avec les services de gendarmerie compétents. Ce que je peux vous dire et vous le redire, ça a été abondamment dit hier par le garde des Sceaux pendant les questions d'actualité. J'ai un truc pour toi, Stéphane. J'attends la fin de la réponse du ministre de l'Intérieur et je l'envoie. Ils sont absolument prioritaires. Que les choses soient claires, ils sont prioritaires pour les parquets. Ils le sont pour les services de police et de gendarmerie qui sont en charge. Je l'ai moi-même vécu lorsque j'étais responsable de service de police. Ce sont des dossiers qui sont prioritaires que nous prenons évidemment en compte. Ça veut dire que nous lançons des actes d'enquête. Et puis surtout, je veux vous redire que depuis 2017, c'est un contentieux qui, c'est vrai, a explosé. On a 2,5 fois plus d'affaires que nous en avions en 2016-2017 et que nous n'avons cessé d'augmenter les moyens. Il faut le marteler et le redire. Il y a près de 400 salles Mélanie dans ce pays, qui sont des salles qui sont mises à disposition pour recueillir la parole des enfants. Ce sont 20 000 gendarmes et policiers qui sont... Oui, il y a 36 000 communes en France. On ne cesse d'augmenter ces formations et nous allons le continuer évidemment à le faire. Mais sur l'affaire dont vous parlez, je vais évidemment prendre tous les renseignements. Vous me comprenez bien que je ne peux pas, sur un dossier que je ne connais pas, sur lequel nous n'avons pas d'éléments d'information, vous répondre précisément, mais je m'engage évidemment à le faire. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Voilà, ça c'est pour toi, Stéphane. À présent, Monsieur Damien Girard pour le groupe écologiste et social. Les écologistes maintenant. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre de la Justice, hier, lors des questions au gouvernement à la suite du drame de Liana, vous avez évoqué des dysfonctionnements, annoncé des inspections, promis des évaluations. Mais à vous écouter, il n'y a pas d'enjeu de moyens. Alors permettez-moi de vous opposer une situation très concrète. Lundi, avec mes collègues Erwan Balanant et Perrine Goulet, j'ai rencontré l'association Alexis Danan qui déploie en Bretagne le programme Calliope. Inspiré d'une méthode québécoise recommandée par la Civise, ce dispositif d'accompagnement des victimes les plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants, afin qu'elles puissent comprendre les procédures judiciaires, affronter les auditions et les audiences et faire entendre leurs paroles dans les meilleures conditions possibles. Ce programme n'a pas été créé par l'État. Il a été rendu possible grâce à des financements privés et à l'engagement d'une association. Et aujourd'hui, alors même que son efficacité est reconnue par les victimes, les familles et les professionnels, le dernier poste qui permet de le faire vivre disparaîtra à la fin du mois, faute de soutien public. Pendant que vous multipliez les annonces, les dispositifs concrets d'aide aux victimes disparaissent. Voilà la réalité. Il y a un an, je vous interrogeais déjà dans cet hémicycle sur les victimes de Joël Le Squarnec. Elle me parlait d'institutions incapables d'entendre pleinement leurs paroles, de solitude et d'absence d'accompagnement. Aujourd'hui, l'avocat de la victime de la famille de Liana l'affirme. Si la justice avait eu plus de moyens, ce drame et tous les autres auraient pu être évités. Car sans moyens, les procédures ralentissent. Sans moyens, les victimes renoncent. Sans moyens, les associations s'épuisent et les agresseurs continuent, trop souvent, de nuire. Les moyens alloués à la justice sont la condition de la protection des victimes et de la confiance dans nos institutions. Combien de drames, combien de rapports, combien d'excuses ministérielles faudra-t-il encore afin que vous investissiez réellement dans la protection des victimes ? Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Tiens, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas répondu à l'Assemblée, Moussa. Monsieur le député, en m'excusant de ma voix, ah oui. dire en quelques mots que dans l'affaire Liana, il ne s'agit pas en effet de sujet de moyens. Puisque dans l'affaire Liana, voilà 9 mois que l'enquête du mois d'août 2025 était ouverte, que les gendarmes étaient été saisis, que plusieurs procureurs se sont penchés sur cette affaire, que la médecine légale était au rendez-vous, qu'un expert a été dépêché en moins de 10 jours, que l'ensemble des moyens qui avaient été d'ailleurs imaginés, l'enfant ayant d'ailleurs été entendu dans un établissement spécialisé que nous avons créé au ministère de l'Intérieur, c'est en effet une façon de traiter les plaintes pour les mineurs que nous dirons les inspections, savoir où sont les responsabilités individuelles. Si vous me posez des questions plus larges, en dehors de l'affaire Liana, et ne mêlons pas une question de moyens, ce serait à mon avis pas digne de notre débat, comme l'a très bien dit hier la députée Miller. Oui, il manque des moyens, mais pas
Et vous pourrez le constater. Mais on n'en parlera pas. Que nous vous présentons, et j'espère que vous les accompagnerez cette fois-ci sans chercher à faire tomber le gouvernement avec une augmentation de 700 millions d'euros encore supplémentaires. La création dans une semaine de la première direction des victimes. Et vous parliez du budget des victimes. Non seulement il augmente, mais ils sont à la charge des juridictions qui choisissent, comme c'est le cas, et je vais regarder évidemment pour ce cas précis sur lequel vous m'interpellez, des protocoles. Ce sont les chefs de juridiction, ce sont les chefs des cours d'appel qui organisent, mais ici ils ont un budget qui a augmenté encore cette année, monsieur le député. Ils peuvent d'ailleurs augmenter ce budget notamment par ce que font les procureurs de la République, c'est-à-dire les contributions citoyennes, des condamnations spécifiques pour faire verser aux associations de victimes le travail qu'ils peuvent faire dans l'ensemble des juridictions. Voilà, monsieur le député, travaillons ensemble, évitons de polémiquer, travaillons pour les victimes. Ah bah oui, il ne faut surtout pas polémiquer. Hein. Ce serait dommage d'expliquer qu'ils sont responsables de ça. Les députés de François Bayrou. Présidente, ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation. Alors que notre pays engage un effort de redressement de ses finances publiques et alors que l'actualité, parfois dramatique, nous rappelle chaque jour combien nos concitoyens attendent une action publique plus efficace, plus lisible et plus réactive, nous devons également nous interroger sur l'organisation de nos collectivités territoriales. Or, l'organisation institutionnelle du Grand Paris demeure particulièrement complexe. 10 ans après la création de la métropole du Grand Paris, un constat semble aujourd'hui largement partagé. La situation actuelle ne satisfait pleinement personne. Les compétences demeurent éclatées entre plusieurs niveaux de collectivité. Cette organisation affaiblit la lisibilité de l'action publique, disperse les responsabilités et interroge son efficacité. Une récente note du Haut Commissariat à la stratégie et au plan a relancé le débat en proposant une réforme profonde de la gouvernance francilienne. Elle intervient alors que le gouvernement a engagé plusieurs travaux de simplification de l'action publique et que le Premier ministre a annoncé sa volonté de rouvrir le chantier de la gouvernance du Grand Paris. D'autres scénarios ont également été évoqués afin de modifier notre organisation territoriale et de renforcer la cohérence des politiques publiques à l'échelle régionale, notamment par Jean-Didier Berger, alors député. Madame la ministre, le gouvernement partage-t-il le constat d'une clarification institutionnelle du Grand Paris est aujourd'hui nécessaire? Et dans la perspective des travaux engagés sur l'organisation territoriale et de la réforme annoncée du Grand Paris, quelles orientations le gouvernement entend-il retenir pour rendre l'action publique plus efficace, plus lisible et moins coûteuse? Je vous remercie. Merci beaucoup. Ce serait bien qu'il y ait une motion de censure dans les tuyaux. Françoise Gatel, ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation. Mot sur 49.2. Merci Madame la Présidente. Merci Madame la députée Carole Guilherme pour votre question qui permet de faire un point sur l'engagement et la réflexion du gouvernement. Vous avez raison, l'espace parisien, en quelque sorte, connaît une complexité particulière parce que c'est le seul territoire de France à connaître 5 niveaux de compétences entre la commune, le département, les établissements publics territoriaux, la métropole et la région. Et nous savons qu'il y a un consensus largement partagé sur la nécessité de simplifier pour clarifier et accélérer l'efficacité de l'action publique. Et c'est un constat qui est partagé par tous et depuis fort longtemps. En tout cas, aujourd'hui, le gouvernement s'est à nouveau saisi de ce sujet et il a donc demandé au préfet de l'Île-de-France de conduire une mission de concertation auprès de tous les élus pour écouter, entendre les attentes de ces élus. Cette mission confirme une attente de clarification. À chaque fois qu'il y a des grandes mesures qui sont annoncées, il nous faut aujourd'hui poursuivre ça finit en eau de boudin. La réflexion et la mise en œuvre des évolutions dans une concertation assez large, parce que je rappelle que nous avons beaucoup d'élus qui sont nouvellement élus en quelque sorte et qu'ils doivent découvrir aussi l'ampleur des choses. Ce qu'il nous faut faire, c'est clarifier, simplifier, faire de la cohérence et partir des services à rendre en termes de logement, de mobilité,
de politique, on va dire, écologique, et définir qui est compétent avec des échelles qui nous garantissent cette efficacité que vous appelez de nos voeux et que nous ne pouvons que partager. Je vous remercie, Madame la députée. Mais c'est déjà le cas, techniquement. Chaque échelle a son niveau de compétence. À présent, Monsieur Laurent Mazori, Voilà. pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires. Les indépendants. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Ma question s'adresse aujourd'hui à Madame la Ministre de la Santé. Elle concerne l'avenir de nos territoires, la santé des futures mamans et l'équité de notre système de soins. Madame la Ministre, dans les Yvelines, le groupe Ramsay Santé a annoncé la fermeture de la maternité de l'hôpital de Trappes. La seule maternité pour plus de 230 000 habitants du bassin de Saint-Quentin en Yvelines. Une décision scandaleuse car elle n'est dictée pas par la médecine, non. Pas par la sécurité des patients, non, mais uniquement par des logiques financières dans un contexte de baisse de la natalité que nous connaissons tous. Décembre 2026, si cette fermeture est confirmée, que devront faire les futures mères? Se déplacer hors de l'agglomération, affronter les embouteillages franciliens, risquer des retards critiques pour des grossesses à risque, des urgences ou des femmes déjà fragilisées. Est-ce cela l'accès aux soins pour toutes en 2026? Et pourtant, les chiffres sont accablants. La France, 23e sur 27 dans l'Union européenne pour la mortalité infantile. 4,1 décès pour 1000 naissances contre 3,5 il y a 10 ans. Une régression que nous ne pouvons plus tolérer. Le directeur de l'ARS a déclaré dans la presse ne pas valider cette décision. Mais qu'est-ce que cela change? Madame la ministre, quel levier concret l'ARS a-t-elle pour bloquer cette fermeture? Le ministère de la Santé entend-il imposer au groupe Ramsay de maintenir cette maternité ouverte? Car au-delà de Trappes, c'est une question nationale qui nous interpelle. La France fait face à une baisse historique de la natalité. Comment, dans ces conditions, peut-on justifier de fermer des maternités? Comment peut-on accepter que l'accouchement devienne un parcours du combattant pour des milliers de femmes? Comment peut-on espérer redonner confiance aux familles si nous leur fermons les portes de la proximité et de la sécurité? L'année dernière, cette Assemblée adoptait à une quasi-unanimité la proposition de loi de notre collègue Colombani avec un moratoire de 3 ans sur la fermeture des maternités. Un signal politique clair, un engagement fort. Alors, Madame la Ministre, mais pas alors tenu. que vous lancez un grand chantier sur la Salut, natalité, allez-vous peser de tout votre poids pour que cette proposition de loi soit inscrite sans délai à l'ordre du jour du Sénat? La France mérite mieux. C'est très rigolo, Stéphanie. Merci, Monsieur le député. Mais il a raison. Une maternité privée qui ferme pour des logiques comptables, moi, ça me rend fou. Déjà, rien que le fait qu'il y ait des hôpitaux privés, moi, ça me rend fou. Ça ne devrait même pas exister. On ne devrait pas pouvoir faire de la thune sur le dos des malades. Possible fermeture de la maternité de l'hôpital privé de Trappes. La décision annoncée concerne un établissement privé. Moi aussi, j'aime beaucoup la façon dont il a tourné la question. Le groupe indique la situation critique de cette maternité. Oh, ça meuble. Ont baissé c'est en train de meubler. 5% depuis 2022. C'est la raison qui le donne. Vous savez que l'État n'est évidemment pas à l'origine de cette démarche et d'ailleurs pas favorable à une fermeture. Mais vous savez que c'est pour ça que pour moi, les hôpitaux privés, ça me rend fou. Un établissement privé qui estime ne plus pouvoir garantir durablement les conditions d'exercice de son activité. Cependant, je voudrais pouvoir rassurer les habitants des Yvelines, d'une part parce que aucune décision formelle à ce moment précis n'est prise et nous continuons les échanges avec l'établissement, les professionnels pour maintenir cette maternité et aussi considérer que le département a une offre de maternité qui est structurée, et il faut remercier les professionnels, et solide avec les différents établissements du département. Cette situation locale nous invite évidemment à regarder une réalité nationale. Partout en France, nos maternités font face à des défis de recrutement, à des défis de baisse de la natalité, à des impératifs de qualité et de sécurité des soins. Et ma responsabilité est de garantir à chaque femme, quel que soit l'endroit où elle accouche, une sécurité accompagnée par des équipes disponibles et qualifiées. C'est pour cela que, début de l'année, j'avais confié une mission à 4 personnalités qualifiées qui est en train de terminer son travail sur la santé périnatale et maternelle, qui doit me rendre à la fin du mois de juin et pour lesquelles je suis sûre nous pourrons échanger des propositions que je ferai à ce moment-là. C'est fou, il y a plus de concret sur la République du RP que dans la réponse de Stéphanie Rist. Ça me glace le sang. Horizons et indépendants. Les horizons, Édouard Philippe, comment il va? Comment il va, Doudou? Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, l'apprentissage est un moyen reconnu
pour acquérir une qualification et des compétences au plus proche des besoins des entreprises. Il n'y a guère finalement que la France insoumise pour nous expliquer qu'il s'agit là d'une exploitation des jeunes par les patrons. Monsieur le ministre, vous êtes venu à Saint-Maur-des-Fossés, dans ma circonscription, visiter un centre de formation des apprentis et vous avez pu constater, comme moi, combien l'apprentissage était utile pour acquérir un métier, pour les entreprises et pour transmettre les savoirs et les connaissances. Oui, utile pour créer de la main-d'œuvre peu chère et serviable. Pâtissiers, menuisiers, électriciens, fleuristes, secteur de la petite enfance. Voici quelques-uns des métiers concernés qui sont déjà en tension et où le besoin en recrutement est très fort. Si un métier en tension, c'est qu'il doit se transformer, offrir des conditions de travail plus acceptables. Pour les CFA a été divisé par 9, passant de 268 millions à 31 millions d'euros. Il s'agit d'une rupture sans précédent qui met en péril des filières entières, des entreprises, la continuité pédagogique des CFA et l'avenir de milliers de jeunes. Alors, monsieur le ministre, je sais que vous êtes attentif à l'apprentissage pour en avoir discuté souvent et à plusieurs reprises avec vous. Et nous vous demandons de bien vouloir reconsidérer ces décisions à l'aune des réalités économiques et des besoins de formation dans les régions, bien sûr, et surtout d'engager sans attendre un dialogue nouveau avec les régions afin de satisfaire aux besoins de formation des apprentis. Qui est une compétence donc partagée avec les régions. La parole est à monsieur Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail et des Solidarités. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Berrios, je connais l'engagement de votre famille politique au sérieux budgétaire, mais aussi à la politique de l'apprentissage et je sais en particulier en faveur du CFA de Saint-Maur que j'ai eu aussi l'avantage de visiter avec vous. Le sérieux budgétaire chez Horizon. La réforme de 2018, une politique... Vous pouvez me la faire sans trembler des genoux? ...a connu un essor sans précédent. Cette réussite collective a permis à des millions de jeunes depuis 2018 d'accéder à une qualification et à un emploi du CAP au Bac+5. Alors effectivement, dans le contexte que nous connaissons de maîtrise de l'objectif de 5% de notre déficit en fin d'année et dans le contexte du coût des conflits au Moyen-Orient et des conséquences économiques sur le budget, nous avons été amenés effectivement à prendre des mesures d'ajustement sur un certain nombre d'éléments de cette politique. Pour autant, nous avons réussi à actualiser les niveaux de prise en charge applicables au contrat d'apprentissage. Actualiser, ça veut dire augmenter de 1,85%. Et nous conduisons avec les branches professionnelles l'ajustement de ces mesures. Ainsi, 7,2 milliards d'euros vont pouvoir être sanctuarisés pour le financement direct des contrats d'apprentissage en 2026. Nous maintenons aussi les aides à tous les employeurs d'apprentis. Et ces coûts d'appui, de support aux entreprises représentent 2 milliards d'euros en 2026. Rappelons, alors effectivement... Oui, et en attendant, les régions ferment tous les robinets. Nous avons réussi quand même à préserver 33 millions d'euros pour permettre aux régions de soutenir les CFA, notamment sur l'investissement qu'ils peuvent être amenés à faire. Au grand donc total, en fermant les robinets. L'effort public en 2026, malgré cet ajustement, représentera encore 13 milliards d'euros dans le budget de l'État. C'est considérable. Et nous attendons plus de 800 000 apprentis encore dans l'apprentissage pour cette année. Alors, comme vous l'avez suggéré, nous sommes bien évidemment ouverts avec la ministre déléguée Sabrina Roubache à poursuivre le dialogue avec les régions pour cette année et surtout pour l'année prochaine pour préserver l'apprentissage. C'est une priorité du gouvernement. Il faut que ça le reste. Merci, monsieur le député. Merci beaucoup. Je me méfie toujours quand quelque chose est qualifié de priorité du gouvernement. Merci, monsieur le ministre, dans le maelstrom politico-administratif du Grand Paris, s'il y a une chose qui marche, c'est l'apprentissage à la région. Je vous demande vraiment, avec insistance, de reprendre le dialogue avec la région. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Édouard Bénard pour le groupe GDR. Merci, la gauche démocrate et républicaine, les communistes et ultramarins. Vous le savez, nous en avons déjà échangé. Les sites Fibre Excellence de Tarascon et de Saint-Gaudens comptent parmi les derniers producteurs français de pâte à papier. Avec leurs filiales et l'ensemble de la filière qu'ils irriguent, ce sont plus de 10 700 emplois directs et indirects qui dépendent de leur maintien ainsi que du projet de relance de la Chapelle d'Arblay en Seine-Maritime. Pourtant, malgré l'existence d'un projet de reprise crédible, soutenu par les salariés, les organisations syndicales, les collectivités territoriales et plusieurs partenaires industriels, ces sites sont aujourd'hui menacés purement et simplement de liquidation judiciaire. Le 3 juin dernier, les administrateurs judiciaires ont été sans ambiguïté. Sans levée rapide des conditions suspensives qui relèvent pour partie de l'État, aucune reprise ne pourra être validée. Les conséquences seraient dramatiques pour les territoires concernés et pour toute la filière forêt, bois, papier.
Les solutions existent. Elles concernent notamment la revalorisation du contrat d'achat d'électricité biomasse, la sécurisation de l'approvisionnement en bois par une mobilisation renforcée de l'ONF, l'accompagnement financier des projets industriels de reprise, ainsi que la sécurisation des conditions de reprise des actifs. L'État dispose des leviers nécessaires pour agir. Une augmentation de 20% du tarif de rachat de l'électricité, complétée par le versement des aides publiques déjà contractualisées, permettrait de rétablir des conditions économiques viables. De même, une orientation d'une partie des volumes de bois gérés par l'ONF vers un usage industriel préserverait un outil productif stratégique pour un coût limité au regard des enjeux. Alors ma question est simple. Le gouvernement est-il prêt à prendre dans les prochains jours, avant la date butoir du 17 juin, les engagements écrits attendus par les administrateurs judiciaires afin de permettre la reprise de Fibre Excellence et d'éviter la disparition d'un maillon essentiel de notre filière bois-papier? Toute une chaîne de production dépend de votre intervention. Alors, soyons à la hauteur de l'engagement des salariés qui, lui, n'est plus à démontrer. Je vous remercie. Toute une chaîne de production dépend de votre engagement. Ok, elle est foutue. Je lui donne 6 mois avant de crever la bouche ouverte. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Édouard Bénard, vous m'interpellez sur la question de l'entreprise Fibre Excellence et vous savez que c'est un sujet qui, depuis maintenant plusieurs semaines, m'occupe plus que quotidiennement d'ailleurs, parce que derrière, vous l'avez dit, il y a des 2 sites industriels de Tarascon et de Saint-Gaudens. Il y a également le projet de Chapelle Darblay, mais concentrons-nous déjà sur Tarascon et Saint-Gaudens, si vous le voulez bien. Effectivement, ce sont 2 usines qui produisent de la pâte à papier. Dire que ce sont les seules usines qui produisent encore de la pâte à papier en France est sans doute vrai, à une exception près tout de même, c'est que dans d'autres usines de production de pâte à papier, elles sont directement raccordées à de la 2e transformation, alors que Saint-Gaudens et Tarascon produisent de la pâte à papier qui ensuite part beaucoup vers l'exportation d'ailleurs, puisque à peu près 90% de la production va vers l'exportation. Oh, le grincement du micro là. Vous savez que l'État... J'ai jamais entendu grincer comme ça. Tout. Le nombre Il faut le lubrifier, votre micro. Directement à Bercy, avec les élus locaux, avec les organisations syndicales, avec la direction de l'entreprise, ont été extrêmement nombreuses. Que nos équipes du CIRI, de la MIR sont extrêmement mobilisées sur le sujet. Que nous avons obtenu du Premier ministre un arbitrage pour pouvoir toucher au tarif de l'électricité qui doit passer par un amendement au projet de loi de finances, une augmentation de plus de 20% du tarif de rachat de l'électricité. Que nous avons proposé un package de 150 millions d'euros avec la garantie sur un investissement pour passer à la FLUF, c'est-à-dire moderniser l'outil industriel, et 75 millions d'euros aussi qui passe par l'écrasement des dettes, l'intégration au marché européen du carbone et également des soutiens divers et variés. Face à cela, j'ai eu droit à un investisseur qui a fermé la porte. Parce que l'entreprise, il la gère depuis l'Indonésie ou depuis le Canada. C'est au rôle de l'État d'intervenir dans ce genre de situation. À l'heure à laquelle nous parlons, malheureusement, dans le projet tel qu'il est proposé, je n'ai pas de réel investisseur industriel. Nous avons c'est à l'État de l'être. Pour trouver un investisseur industriel, parce que tout ne peut pas reposer uniquement sur l'État. Monsieur le ministre, la séance des questions est terminée. La séance est suspendue jusqu'à 15h. Merci à tous. Voilà, c'est donc la fin de cette séance de questions d'actualité au gouvernement côté Assemblée nationale. Nous allons passer au Sénat d'ici quelques instants, le temps que le gouvernement prenne ses petites jambes et se dirige vers le palais du Luxembourg. J'espère qu'elle vous aura plu du côté de YouTube. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager. Encore une fois, et je trouve que c'était Groaou qui avait dit ça. Il me semble que c'est à chaque fois c'est la même réponse, oui, de dire on a mis les moyens qu'il fallait, tout va bien, il n'y a que vous qui dites que ça va pas, voilà. Mais vraiment, ils n'ont plus besoin de répondre. Ils s'enregistrent sur un magnétophone et puis ils mettent le magnétophone au micro. Puis voilà, c'est leur réponse. Parce que vraiment, ils sont en boucle là-dessus. Et dès qu'il y a un scandale, il faut surtout pas parler des moyens parce que il faut être au-dessus de ça, voyons. Voilà, enfin bref, voilà. Donc on va encore avoir des affaires, on va encore avoir des affaires judiciaires, on va encore avoir des affaires économiques, on va encore avoir des fermetures d'usines, on va avoir toute une filière qui va s'effondrer. Je vous dis, moi je donne 6 mois avant que la filière de production entière de Tarascon s'effondre. À chaque fois qu'ils disent oui, on va regarder ça et tout, chaque fois 6 mois après, c'était... sans vouloir faire de jeu de mots, c'était plié, c'était fermé, c'était licenciement, c'était casse France Travail, ne touchez pas vos indemnités. Voilà, donc
On verra dans 6 mois, ça nous envoie au mois de décembre. Et écoutez, voilà, j'ai envie de dire que les employés préparent leur petit CV pour Papa Noël, parce que j'ai bien peur que d'ici Noël, il y ait du boulot à rechercher. Voilà, c'est dommage de terminer sur une note négative comme ça, mais la force de l'habitude, j'ai envie de dire. On va pouvoir s'arrêter là pour cette VOD. Nous, Twitch, on continue avec le Sénat d'ici quelques instants. YouTube, la VOD, elle sera demain. Donc, on se retrouve demain pour une nouvelle VOD. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et ciao tout le monde.